Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Monologue. Aujourd'hui, je vais tester un format que j'aimerais beaucoup développer à l'avenir au sein de cette émission. Donc, pour expliquer brièvement, je souhaiterais choisir une notion, puis en parler en présentant des œuvres qui ont pour thème principal cette notion. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi le thème de l'espoir et du désespoir. Nous allons donc aborder ces deux notions à travers le film Les ailes du désir de Wim Wenders, le texte Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman et la trilogie des jumeaux d'Agoda Christophe. Ces trois œuvres, qui font partie de mes préférées, abordent toutes les notions d'espoir, de désespoir, mais de manière différente. Par exemple, la première est plus portée sur l'espoir, la deuxième oscille parfaitement entre l'espoir et le désespoir, et pour la dernière, c'est un peu plus complexe, mais selon moi, elle penche quand même plus du côté désespéré. Donc l'émission d'aujourd'hui ne va pas être très rigolote. Nous allons parler entre autres de la guerre, de la mort, de la mélancolie, du désespoir. Donc cet épisode effectivement ne sera pas forcément très réjouissant, mais il me semble que ce sont quand même des thèmes qui méritent d'être abordés, et j'ai choisi donc de le faire pour ce podcast-ci. Celui de demain sera plus joyeux, je vous le promets. Commençons. J'ai découvert le film Les ailes du désir en février 2021, à une période où je regardais beaucoup de films de réalisateurs que je ne connaissais pas encore. Ceux qui me connaissent savent que la photographie est ma première passion, et tout naturellement, je suis donc aussi portée sur le cinéma, en partie à cause de ma fascination pour les compositions, la colorimétrie, les jeux de lumière, etc. Donc en février 2021, je découvrais Les ailes du désir, un film allemand réalisé par Wim Wenders, sorti en France en 1987. Les ailes du désir a été tourné à Berlin seulement 2 ans avant la chute du mur. Une grande partie du film est en noir et blanc, ce qui amplifie l'aspect morose et mélancolique de la ville. Dans ce Berlin froid, les anges veillent sur les hommes. En effet, 2 anges font partie des personnages principaux, Damiel et Cassiel. Ils traversent la ville en récoltant des moments vécus par les hommes, puis se les racontent, ou nous les montrent à l'écran. Parmi ces instants, nous avons par exemple un homme qui vient d'avoir un accident et qui se fait une liste mentale des petits et grands bonheurs de la vie. Nous avons également un homme qui lui n'en peut plus de la vie et qui décide donc de mourir. Il y a également une troupe d'artistes circassiens passionnés qui se fait licencier. Mais aussi une personne qui tombe amoureuse pour la première fois. Des moments donc de pur espoir parfois, mais également de pur désespoir. Et cet équilibre, c'est une des forces du film. Et j'ai bien dit une des forces du film parce que c'est loin d'être la seule qualité qu'il possède. Cet équilibre est notamment souligné justement par la photographie majestueuse du français Henri Alecan. Les ailes du désir, c'est un des plus beaux films sur l'humanité que j'ai pu voir. Il brille par sa justesse qui en fait une œuvre rare. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Joli titre, non ? J'ai découvert ce texte l'année dernière, et il m'avait alors laissé de marbre. Je l'ai redécouvert il y a quelques mois, et c'est maintenant une œuvre particulièrement chère à mon cœur. L'histoire derrière ce court texte d'espoir est bien tragique puisqu'il s'agit d'un des derniers écrits de l'écrivain et journaliste libertaire suédois Stig Dagerman. Souffrant de dépression depuis des années, Stig Dagerman a laissé au monde, à travers ce texte, l'espoir qu'il n'avait plus. Je vais vous lire un passage qui est situé plutôt vers la fin du texte, et ce qui précède ce passage, c'est beaucoup de tristesse, de pessimisme et de désespoir. Et pourtant, Stig Dagerman parvient, à ce moment du texte, à retourner la situation et à nous présenter une vision plus apaisée et bien moins sinistre de la vie que ce qui était présenté auparavant. Mais, venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage,
et la même éternité qui, tout à l'heure, suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle ? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux, ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité ? Ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps, et par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer, ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Ce texte me touche beaucoup dans le sens où il est une sorte de réponse à l'absurde de la vie, donc le fait de se dire que rien n'a de sens et que donc la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc cet absurde que Camus décrit dans le mythe de Sisyphe. Et bien là, on retrouve vraiment la même chose dans le texte de Stig Dagerman. Donc une réponse plutôt positive, une manière de trouver de l'espoir au sein même de l'absurdité. C'est un texte sublime qui, comme Les ailes du désir, possède également cet équilibre en fait, qui fait que je l'apprécie tout particulièrement. Je vous mettrai un lien vers une traduction en français en barre d'informations, comme ça si jamais vous voulez le lire, vous pourrez, sachant que la lecture fait, je pense, une vingtaine de minutes environ. Passons maintenant à la dernière œuvre du jour, la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe. J'ai découvert ce texte en Master 2 de traduction littéraire. En fait, à l'époque, je traduisais un roman coréen et à la fin, il y avait un petit texte dans lequel l'auteur parlait de ressemblance entre son livre et la trilogie d'Agatha Christophe. Il expliquait qu'en fait, il n'avait pas plagié ce livre, mais qu'effectivement, il y avait des similitudes. J'ai donc voulu comparer les deux textes et c'est ainsi que j'ai découvert Agatha Christophe. Une écrivaine d'origine hongroise, ayant appris le français après avoir dû fuir son pays, alors qu'elle n'avait que 21 ans. C'était en 1956. Pourtant, la presque totalité de son œuvre a été écrite en français, alors qu'elle a appris le français donc à l'âge adulte, à 21 ans, à l'usine, là où elle travaillait. C'est une des caractéristiques très intéressantes de l'œuvre d'Agatha Christophe, ce travail sur la langue, puisque le français n'étant pas sa langue maternelle, il y a certaines tournures qui sont assez imaginatives et c'est super intéressant à lire. La trilogie des jumeaux est son œuvre principale, donc l'œuvre la plus connue d'Agatha Christophe, avec peut-être l'Analphabète, qui est un texte plus autobiographique. La trilogie des jumeaux se compose du Grand Cahier, de la Preuve et du Troisième mensonge. L'histoire du Grand Cahier débute ainsi. Deux jumeaux très très proches, si proches qu'on dirait presque qu'ils ne font qu'un, sont envoyés chez leur grand-mère pendant la guerre. Là-bas, ils sont maltraités,
ils ne sont pas bien nourris et ils décident donc de commencer à faire plusieurs exercices pour s'endurcir et pour ne plus craindre la douleur, pour ne plus avoir forcément d'émotions, pour ne plus souffrir, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais à force de faire ces exercices, ils deviennent un petit peu comme des robots. Le Grand Cahier, c'est une œuvre qui parle très bien de la guerre, de l'espoir qu'elle se termine, du désespoir de la voir continuer, perdurer. Je ne vais pas trop vous en dire, au risque de dévoiler les principaux intérêts de l'intrigue, mais environ 2 ans plus tard, cette œuvre me hante toujours autant. Les 3 tomes sont très particuliers, parfois très durs, immoraux, bizarres, aliénants. Mais rien de plus normal pour une œuvre qui parle de la guerre. Quoi de plus dur, immoral, bizarre et aliénant que la guerre finalement. Mais la trilogie des jumeaux, ce n'est pas que la guerre. C'est également les conséquences de la guerre, l'après-guerre. Comment se reconstruire, comment retrouver une identité après avoir vécu quelque chose de si traumatisant, comment renouer avec sa famille, comment retrouver des relations à peu près normales. Même si le lecteur voit bien de quelle guerre Agatha Christophe peut s'inspirer, aucun lieu réel n'est cité dans la trilogie, ce qui donne aussi à cette œuvre une forme d'universalité. Et justement, cette universalité, c'est également quelque chose que partagent les 3 œuvres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ce sont des œuvres qui peuvent être comprises par tout le monde, qui parlent de sentiments que tout le monde peut expérimenter et qui reflètent bien l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau et de moins beau également. C'est maintenant la fin de ce podcast. Je vous laisse, comme d'habitude, les œuvres citées en barre d'informations et je vous dis à très bientôt.